cancer, c'est lié à la maladie. Et les lésions précancéreuses, ce sont des lésions qui précèdent le cancer. Donc, aborder le dépistage des lésions précancéreuses est différent du diagnostic du cancer du col de l'utérus. Et il a bien dit, dépister aujourd'hui, c'est éliminer, cette fois-ci, le cancer demain. Alors, il va y avoir deux grandes parties dans cette conférence. La première partie va intéresser les données générales. Je m'excuse pour ceux qui auront du mal à comprendre un tout petit peu, mais je vais tout faire pour que ça passe, que nous comprenions tous, nous ayons le même diapason, puisqu'il faudra expliquer un tout petit peu l'histologie, c'est-à-dire la composition du col de l'utérus, avant d'aborder le processus d'évolution des lésions précancéreuses. Et on va voir ça tout à l'heure. Alors, le thème, on dit le pathologiste au cœur du parcours de dépistage, il a dit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, des étapes initiales, depuis le prélèvement jusqu'au traitement, le pathologiste intervient dans toutes ces étapes. Alors, le pathologiste, c'est qui? C'est un médecin qui est spécialisé en anatomie et cytologie pathologique. C'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on ramène ça à pathologiste. Pour que, alors, c'est un spécialiste qui est très peu connu en Afrique, au sud du Sahara. On est moins d'une cinquantaine dans toute l'Afrique francophone. Et au Congo, maintenant, on approche à peu près, il y a 4 ou 5, dont 3 seniors et 2 jeunes qui viennent d'arriver. Vous voyez que, vous comparez avec les gynécologues, ça va être très compliqué. Les chirurgiens sont connus, les pédiatres sont connus. Mais les pathologistes sont des spécialistes qui sont derrière la vitrine et qui sont en fait le carrefour même des diagnostics. Donc, un gastroentérologue, un gynécologue, un chirurgien ne peut pas faire mettre en place un traitement s'il n'a pas son collègue pathologiste qui lui a dit ici il s'agit d'une gastrite, c'est une endométrite, c'est un cancer. Ça. Donc, c'est des gens qui ont des connaissances transversales dans la spécialité médicale. Donc, c'est pour ça que je vais montrer toutes ces étapes. Vous aurez beaucoup d'images, ne vous en faites pas. Vous allez retenir tout simplement ce que je veux dire pour que, au sortir d'ici, nous comprenions de quoi il s'agit. Alors, il y a un objectif de l'OMS, puisque nous y sommes, qui dit que d'ici à peu près une trentaine d'années, il faut que, ou maintenant d'ailleurs, 90% des filles soient vaccinées. C'est un objectif mondial. 70% des femmes dépistées, au moins en 30 et 45 ans, soient dépistées et 90% soient prises en charge et traitées correctement. Voilà l'objectif. Alors, pour atteindre cet objectif qui est mondial, évidemment, il y a des outils. On va utiliser des outils et le pathologiste, vous allez voir, va être pour sorte de tout ça. Bien. Alors, donc, je disais qu'il y a une première partie. C'est très touffu, mais après, il y aura des détails. La première partie, ce sont les données générales. Elles vont concerner la définition. Je vous rappelais ça tout à l'heure. L'épidémiologie en Afrique, mais surtout au Congo, du cancer, mais également des lésions précancéreuses. Quels sont les facteurs qui vont intervenir? Et je vous dirai précisément au fur et à mesure les facteurs qui vont être importants dans le développement de ce cancer et les groupes cibles en Afrique pour tout ce qui est dépistage et traitement, ainsi que les méthodes et les moyens de diagnostic. Alors, pour commencer, la définition du mot dépistage des lésions précancéreuses et non la définition du mot cancer, c'est donc un ensemble des stratégies médicales visant à identifier chez les femmes asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de lésions, des anomalies cellulaires et des infections à haut risque, notamment, et vous allez retenir le premier mot que vous allez retenir, c'est papillomavirus. C'est un mot un peu barbare, retenez papillomavirus, et souvent on abrège HPV en anglais, susceptible d'évoluer vers un cancer. Vous avez vite compris que c'est
deux choses totalement différentes, mais qui sont liées. Et le dépistage, c'est tout ce qu'on va utiliser comme outil pour pouvoir dépister ces lésions qui précèdent le cancer. Alors, quel est l'intérêt du dépistage? Le dépistage a six objectifs ou 6 buts. Premièrement, détecter tôt ces lésions en question, prévenir en facilitant le traitement, protéger les femmes, réduire l'incidence du cancer, agir efficacement et, bien évidemment, le but principal, c'est le bénéfice de la population, notamment la population des femmes. Alors, je vais rapidement, à travers ces images, vous montrer le col de l'utérus. Parce que c'est là où ça se passe. Le col de l'utérus est composé dans le cas d'espèce, de 3 zones qui vont être le siège éventuel de ces lésions. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'épithélium. C'est un tissu, pour ceux qui ont un peu des notions un peu plus élevées, première ou deuxième année de médecine, même en tant qu'infirmière, c'est le tissu qui revêt, qui couvre, si vous voulez, le col de l'utérus. Et il y a 2 tissus. Il y en a un qui est à l'extérieur, et un autre à l'intérieur. Donc, l'épithélium malpighien, on l'appelle comme ça. Retenez que c'est au niveau de l'exocole. L'épithélium à l'intérieur, et entre les deux, il va y avoir une zone de jonction. Et c'est cette zone-là qui va être très intéressante dans le processus. C'est de là que va partir les lésions initialement reconnues comme telles. Donc, ici, on montre, c'est une image qui sort de notre équipe, qui montre, bien évidemment, ça c'est normal. L'épithélium est normal, il n'y a rien. C'est lisse, c'est un peu rosé, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de cicatrice, il n'y a rien, il n'y a pas de zone rouge, et on voit très bien. Et c'est là où le papillomavirus, que je vous ai dit tout à l'heure, va pouvoir intégrer ces zones-là, dont vous retenez l'exocole, l'endocole et la zone de jonction. Ce papillomavirus est transmis par l'homme qui va donc, par éjaculation, va déposer ce virus au niveau du col, notamment au niveau de la zone de jonction, et ce virus va avoir une préférence au niveau de ces cellules pour pouvoir se développer. Nous disons, que les lésions précancéreuses vont être induites par la présence de ce virus. Alors là, vraiment, il n'y a que les sachants qui vont essayer de comprendre. Quand on prend le col de l'utérus, on met au microscope un petit fragment. Voici ce que ça donne. Les cellules sont là, voire niveau, allez, on va dire 6e, 5e, pour ceux qui sont passés par là. Il y avait les cellules. La cellule, c'est membrane, cytoplasme et noyau. Le virus, lui, il va rentrer à l'intérieur de ces cellules. Tout à l'heure, on va y revenir. Voici les cellules en question. Voilà, là, c'est la membrane, le cytoplasme et le noyau. Ça, c'est l'aspect normal de la cellule, normal. Et quand le virus va rentrer dans ces cellules-là, le noyau, là, va changer de forme. Il va changer de forme, puisque le virus, lui aussi, c'est une cellule. Il va chercher à vivre. Il va intégrer la cellule, et au lieu de rester au niveau de la membrane ou du cytoplasme, il va aller dans le noyau, donc le petit point noir que vous voyez là. Et on va voir tout à l'heure, retenez la forme de la cellule, ceux qui n'aiment pas la biologie au collège, ça vous rattrape, ça vous rattrape. La cellule, c'était compliqué. Donc voilà les choses clés. Nous avons dit épithélium, nous avons dit virus, nous avons dit cellule, et nous avons dit intégration. Voilà. Alors,
Tout ça, c'est tellement des images compliquées, c'est pas ça le problème. Moi, c'était juste pour vous dire que la cellule, regardez ces cellules qui sont normales ici, et puis regardez, là, ça commence à changer de forme, on a maintenant 2 noyaux, regardez la forme des cellules, et finalement, ça va arriver jusqu'au cancer. Vous voyez, la forme n'est plus la même. Ici, elle était très belle. On voit la membrane, on voit le cytoplasme, on voit le noyau. Mais ici, vous voyez, ça devient bizarre. C'est le virus qui est rentré là-dedans parce qu'il y a eu relation sexuelle non protégée, parce qu'il y a eu l'homme qui était affecté, qui a transformé chez la femme, malheureusement, encore une fois, c'est elle qui est victime. Comment on va faire? La femme, elle a déjà reçu un lot, des milliards d'agents pathogènes ou des millions qui ont intégré, mais la femme a fait un effort. Dieu a fait que on peut avoir un virus dans son corps et l'éliminer, heureusement. Sinon, on serait tous morts. Donc, la femme va pouvoir soit l'éliminer, soit garder ce virus en question, et il va y avoir un problème d'équilibre. Premièrement, la femme élimine. Deuxièmement, le virus et la cellule en question qu'on a vu tout à l'heure, ça reste en chaîne de faïence, ils se regardent. Et troisièmement, c'est le virus qui prend le dessus et il détruit la cellule. Mais la cellule peut la détruire. Donc, comment allons-nous faire pour aller chercher ces anomalies dans les cellules et la cellule et le virus lui-même? Donc, il y a deux choses. Les anomalies de la cellule et la présence du virus. Pour le faire, les femmes l'ont déjà fait, ne confondez pas le PV, hein, on confond PV et frottis cervico-utérin. Le PV, il n'est pas fait pour ça, c'est un écouvillon certes, mais là, on va prendre deux choses, quatre, retenez, et là, ça devient sérieux. Premièrement, on fait un frottis, c'est-à-dire qu'on va prendre l'écouvillon, on va essayer de gratter légèrement l'exocole, l'endocole et la zone de jonction. Hein? Rappelez-vous du normal de tout à l'heure. Donc, on va essayer, vous voyez, on a introduit un écouvillon avec du coton au bout, au niveau de la zone de jonction, et on a aussi pris l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle le frottis conventionnel avec une spatule. Mav, on verra tout à l'heure, si tu as amené les spatules, on va leur montrer si c'est possible. Deuxième type de prélèvement, on va utiliser une cytoblosse parce qu'on sait cette technique date depuis la fin du XVIIIe siècle, hein, le frottis conventionnel. Et avec le temps, dans les années 70-80, on s'est dit, avec la tige coton, on peut pas. Il faut utiliser ce qu'on appelle la cytoblosse. C'est un prélèvement avec quelques petites échancrures. On introduit, le principe reste le même. C'est toujours pour aller chercher les cellules en question pour qu'on voit s'il y a le virus ou non. Troisième type de prélèvement, nous sommes là dans les années 80, à peu près 90. On s'est dit, est-ce qu'on peut pas coupler à la fois la spatule et la cytoblosse, comme la brosse classique. C'est ce qu'on appelle la technique de cytoblosse. Et puis, depuis les années 2000, maintenant, on a facilité la chose. On s'est dit, la femme, le col, le sexe, c'est un lieu de pudeur et d'intimité. Et on s'est rendu compte que dans les pays comme les nôtres, les femmes étaient hésitantes pour aller voir le médecin, même quel que soit le médecin, c'est vrai. Elles y vont parce qu'elles ont déjà l'expression. Mais en temps normal, elles ont peur ou une certaine pudeur parce qu'ils doivent respecter leur intimité. Alors on a créé une autre technique qui est beaucoup plus rassurante pour la femme. Elle va chez elle à la maison, elle va utiliser on va vous montrer ça tout à l'heure, une sorte d'écouvillon, mais qui casse, on met dans le liquide,
Et c'est ce liquide-là qui tombe dans ce flacon qu'on va amener chez le pathologiste pour qu'il étudie la même chose, les cellules d'une part et l'agent pathogène de l'autre part, c'est-à-dire le papillomavirus en question. Mais la révolution de ça est venue régler un problème. Lequel? Les trois qui précédaient, on faisait les étalements sur l'âme directement. Mais on avait du mal à voir le virus, l'ADN du virus. On voyait les altérations, les modifications de la cellule, mais on ne voyait pas le virus lui-même. Par contre, ici, on a les deux. Et du coup, aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine aussi, on a systématisé la technique d'autoprélèvement ou de prélèvement qui peut se faire par un agent de santé. Il peut le faire, cette technique peut se faire par l'agent de santé et ou la personne elle-même, c'est-à-dire la femme elle-même à la maison, en ramenant le prélèvement au laboratoire. Donc, et nous allons voir dans les minutes qui vont suivre les avantages des uns des autres, de l'un ou l'autre, mais également les techniques qu'on peut faire avec ces prélèvements. Alors, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Lorsqu'on prend le frottis conventionnel en question, qui date depuis le XVIIIe siècle, on fait le prélèvement, on étale sur la lame, on étale, on colore, et on le fait, la lecture. Mais malheureusement, cette lecture n'aura que des signes indirects, mais on ne peut pas identifier l'agent pathogène. Et lorsqu'on prend l'autoprélèvement, par contre, ici, les avantages sont beaucoup plus intéressants, mais comme toute chose, il y a toujours des inconvénients, c'est le coût. Le coût un peu plus élevé. Il faut un plateau technique beaucoup plus performant, et vous allez voir tout à l'heure. Et le coût lié à l'acte, là aussi, ça pose un petit problème. Mais avec probablement les systèmes d'assurance maladie, en Europe, on est en train de régler le problème de l'accessibilité à cette technique. Certainement que ça va arriver chez nous, puisque pour l'instant, cette méthode de prélèvement apparaît plus intéressante et plus accessible et plus performant en termes d'identification des germes. Donc, c'est pour dire que l'autoprélèvement a changé considérablement l'organisation du dépistage. Les femmes partent avec ce petit truc, excusez-moi le terme, ce petit couillon, elle part avec, elle met calmement, elle revient et tout. Mais, en dehors de l'accessibilité, il va y avoir un problème de performance de la technique par rapport aux pathologistes. Vous voyez? La femme, mais celui qui reçoit. Est-ce que tous les pathologistes, surtout chez nous en Afrique, ont-ils la compétence qu'il faut pour pouvoir faire ça? Alors qu'ils étaient mieux formés pour le frottis cervico-utérin, mais pour l'autoprélèvement avec la cytologie dite en milieu liquide, sont-ils capables? D'où, bien évidemment, la formation continue professionnelle pour pouvoir réajuster ses connaissances. Mais, premièrement. Deuxième question, est-ce qu'en zone rurale, si vous êtes à Dongu, ou à Mbinda, ou à Bambama, en Pouya, vous pouvez faire cette technique-là localement? La réponse est non. Mais quand on met sur la balance, oui, on peut faire un prélèvement en milieu liquide à Bambama, mais l'amener à un endroit où on peut faire ça. C'est ça aussi l'avantage. Alors que dans les frottis conventionnels, ça va être difficile à cause de la cytolyse des cellules. Alors, lorsqu'on a fini avec ça, c'est ce qu'on appelle les types de prélèvements. Je vous ai dit, il faut retenir les 4. Mais comment allons-nous les traiter? On a toujours l'idée, la cellule avec ses modifications, l'agent pathogène qu'il faut identifier.
quelles sont les techniques lorsque vous avez le prélèvement, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, le pathologiste, en dehors, l'examen clinique, on laisse au gynéco. Parce que lui aussi pose le spéculum, hein, il regarde. Première étape. Deuxième, c'est la cytologie, c'est-à-dire l'étude des cellules, je l'ai dit tout à l'heure. Et l'étude de l'ADN s'appelle la biologie moléculaire, donc des tests de biologie moléculaire, c'est la PCR. La colposcopie, qui est un appareil, on va utiliser le spéculum, mais là, c'est un appareil qui voit, qui grossit, si vous voulez, le col pour montrer les modifications cellulaires qu'on peut voir macroscopiquement, visuellement, et bien évidemment, en dehors de la cytologie, c'est-à-dire les cellules, et l'objectif aujourd'hui étant le dépistage, je ne vais pas y insister, c'est la biopsie, c'est-à-dire quand il y a déjà la lésion, on va enlever un tout petit peu avec une pince, on prend le bout au niveau de l'épithélium, soit à l'extérieur, soit au niveau de la jonction, soit à l'intérieur, pour pouvoir envoyer au pathologiste pour qu'il le regarde cette fois-ci au microscope. C'est ce qu'on appelle l'histologie, c'est pas le but du sujet aujourd'hui. Alors, donc, je résume un tout petit peu les techniques en question que je fais ici. J'ai dit la cytologie, mais sans voir le virus, on va utiliser l'acide acétique. On vend ça au marché, je crois, sous un nom un peu commercial. Et le Lugol. On va utiliser l'acide acétique qui peut montrer ici, pour les sages-femmes qui ont participé à la formation, on leur avait montré. On va utiliser la technique dite IVA, inspection visuelle après acide acétique. Et on utilise un autre produit qui est le Lugol. Lorsque c'est négatif, il n'y a rien. Lorsque c'est positif, c'est un peu blanc. Après, on passe au Lugol. Quand on met le Lugol, le négatif, c'est brun, sans problème. Mais lorsque c'est positif, il y a des zones en cartographie. Tout ça, ça reste la macroscopie, c'est-à-dire l'œil. Et ça permet d'utiliser la biopsie ici pour envoyer au laboratoire. La technique de coloration classique, je l'ai déjà décrite, et arrive maintenant, et de plus en plus, et là c'est beaucoup plus compliqué dans nos pays, c'est la PCR. La PCR a l'avantage d'identifier les gènes, d'identifier le virus, mais malheureusement, ne peut pas identifier les altérations cellulaires. Donc, vous voyez que pendant des siècles, pendant des années, les chercheurs, les médecins, les pathologistes ont évolué dans leur approche, toujours pour aller traquer ces deux choses, la cellule et le virus. Donc, les biologistes moléculaires vous disent, ah ben on a trouvé le virus le plus violent. Dans les virus, il y a aussi des familles, il y a des virus qui sont beaucoup plus violents, mais le biologiste moléculaire, lui, il ne voit pas les cellules parce qu'il ne connaît pas les interpréter. Le pathologiste seul le faisait, il voyait les altérations, mais il ne pouvait pas identifier. Ainsi, dans notre métier, les choses ont changé, et c'est pour ça que je dis dépistage des lésions précancéreuses vues par le pathologiste en 2026. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que le pathologiste soit complet, il faut qu'il ait des notions de biologie moléculaire, mais également de cytologie classique. C'est pour ça que ça s'appelle maintenant la biopathologie en Belgique, notamment au Canada. Les choses ont changé. On appelle maintenant des biopathologistes parce que on nous impose maintenant de connaître les principes de la PCR, qui est une technique de biologie moléculaire, et les principes de la cytologie classique pour être complet et pour faciliter le diagnostic de ces lésions précancéreuses. Donc, même si, et là c'est le pathologiste pur qui parle, même si la biologie moléculaire est arrivée en grand pompe, mais la cytologie n'a pas changé. Mais ça a clairement changé de place. Pourquoi? Parce que dans le dépistage des lésions précancéreuses de l'époque, on commençait par la cytologie, on voit le frottis, après on va chercher. Non, les choses commencent à changer. En Europe,
aux États-Unis, au Japon, dans les pays un peu plus nantis, on commence par exemple par un triage moléculaire, c'est-à-dire que on va d'abord regarder si la femme possède un virus virulent, dangereux, donc ce qu'on appelle à haut risque oncogène, et après, on couple avec le frottis cervico-utérin ou la cytologie. Mais en réalité, on ne doit pas les séparer, il faut les mettre concomitamment, c'est-à-dire au même moment que vous faites votre prélèvement pour rechercher les altérations des cellules, mais au même moment, vous faites également l'identification du virus. Ce qui fait que, en première intention, lorsque on indique la recherche de l'HPV en phase primaire, eh ben, il y a beaucoup de conditions qu'on va utiliser, notamment tout ce qui est transport sécurisé, tout ce qui est technique disponible, la sensibilité des appareils, tout ça aussi, ça compte. Et de plus en plus, les appareils sont de plus en plus optimisés en termes de diagnostic. Alors, le dépistage est fait selon les types d'appareils et selon les types de prélèvements, selon les types d'examens, selon les types de cytologie, que ce soit la cyto la plus sophistiquée du monde, l'histologie reste quand même la pierre angulaire, puisque l'histologie, c'est lorsqu'on a enlevé le petit fragment, on a envoyé au labo, et c'est celui-là est le seul examen qui confirme. La cytologie, telle que nous venons de la décrire à l'instant et tout, c'est une forte suspicion avec des altérations, mais il y a souvent une concordance entre la cyto et l'histo, surtout lorsqu'il s'agit de lésions de haut grade. Alors, ça, c'est le diagnostic microscopique, j'en ai déjà parlé, c'est pas la peine de revenir. Ce qui a déjà changé, je vous en ai parlé. Autre chose, ces dernières années, en dehors de ce que je venais de dire, le couplage avec la RT-PCR, une autre technique de cytologie, ce sont ce qu'on appelle les biomarqueurs, pour qu'on n'aille pas faire de la PCR, dans certains cas. Au lieu de faire de la PCR, les cytologistes ont trouvé un moyen, c'est de pouvoir donc jouxter deux techniques, la P16 et le Ki-67. Ce sont des mots barbares. Je vais être simple. Qu'est-ce que ça veut dire? La cellule vaginale ou cervico-vaginale, elle va avoir une vie comme nous. On naît, on grandit, on meurt. Donc la cellule, c'est pareil. Eh bien, dans son cycle de vie, la cellule va utiliser une protéine pour pouvoir se multiplier facilement. Et il va utiliser soit le Ki-67 dans le cas de la croissance et la P16 comme étant une expression de cette croissance. Et là, en utilisant ces deux biomarqueurs, on peut effectivement avoir une idée sur la croissance déviée de la cellule normale. Parce que l'HPV, le papillomavirus, lorsqu'il rentre dans la cellule, ce virus-là va accélérer de façon anarchique les cellules. Alors que la cellule est normale, elle a une croissance normale. Donc, elle va utiliser ces deux protéines-là pour pouvoir détruire ou dévier la modification des cellules. Bien, donc, ces aspects sont aujourd'hui ce que je venais de dire, depuis la cellule normale jusqu'à la cellule anormale, on va utiliser aujourd'hui, au 21e siècle, nos enfants qui ont 5 ans, 6 ans font mieux, on va utiliser l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, on ne va pas rentrer dans ce débat sémantique, qui fait que, de temps en temps, on critique, parce que c'est dangereux, parce que ça a les problèmes de culture, parce qu'il y a ceci, il y a aujourd'hui les TikTok et autres, mais l'intelligence artificielle, c'est quoi? On va mettre dans le processus toutes les étapes que nous venons de citer à l'instant, et l'intelligence artificielle va pouvoir faciliter la lecture. Donc, on va utiliser la technique de double marquage des deux protéines que le virus va utiliser pour vicier
la vie des cellules normales pour arriver jusqu'au cancer. Donc l'IA va pouvoir aujourd'hui, bon, nous n'allons pas disparaître, hein, les pathologistes, dans quelques années, mais pour utiliser les process de l'intelligence artificielle dans le cas du dépistage, ne nous éloignons pas, c'est que en prélevant, on peut facilement introduire le prélèvement, introduire les données, et l'intelligence artificielle vous dit cette femme est porteuse de lésions précancéreuses ou non. C'est ça la révolution dans quelques années, et je pense que ça pourrait apporter beaucoup de choses dans la prise en charge. Dans la prise en charge qui, elle, est fonction des différents stades des altérations. Donc, et je vous ferai tout à l'heure un algorithme pour les gynécos notamment, vous avez d'un côté les lésions cellulaires avec ou non virus, parce que ça existe. Il peut y avoir des lésions cellulaires d'un autre agent pathogène, c'est pas toujours le même, le virus. Et vous avez aussi des stades dans l'évolution de ces altérations cellulaires. Je vous épargne de ça, c'est pas ça, on n'est pas venu faire un cours académique, mais pour dire que à chaque stade, il va y avoir une conduite à tenir. Premièrement, vous avez des lésions, par exemple, dites de bas grade. Surveillons simplement. C'est à partir des lésions dites de haut grade, on va traiter. Ça va être traité par le gynécologue, par l'oncologue et parfois dans certains cas, ce qu'on appelle les sujets onco. Alors, maintenant, tout ceci, si on s'arrête un instant, on dit, nous avons vu les cellules normales, à l'intérieur comme à l'extérieur, zone de jonction, la cellule a été attaquée par le virus a développé des anomalies, a induit des anomalies, ces anomalies, on les a détectées par 3 ou 4 techniques, 1, le frottis, 2, IVL, 3, l'autoprélèvement avec la microscopie, 4, la PCR. OK. Et après, on passe au niveau de la prise en charge. Cette prise en charge, ça peut être soit sous forme de surveillance avec un calendrier, un agenda annuel. Et là, on va arriver chez nous en Afrique. Mais l'agenda du frottis, quel va être le rythme des frottis par an, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans? Il y a un agenda. En Europe, le consensus, c'est que les femmes doivent faire leur frottis. Lorsqu'il y a eu 2 frottis normaux successivement, il faut attendre 5 ans après. Bon. On a évoqué les facteurs étiologiques tout à l'heure. On a parlé uniquement du virus. Mais en Afrique, il y a 3 caractéristiques. 1. Les rapports sexuels sont précoces. Dès 14 ans, parfois même un peu avant, on a commencé. 2. Les partenaires sont multiples. Donc, l'âge des premiers rapports sexuels est bas. Le nombre de partenaires est élevé. Et troisièmement, on va utiliser une hygiène individuelle qui est malheureusement indésirable. Ces 3 facteurs nous permettent de poser la question. Est-ce que le fait que l'agenda de dépistage soit calqué sur le modèle européen, ça peut suffire chez nous? La réponse est non, selon moi. Pour vous raconter une histoire, j'ai une dame, ici, il y a quelques années, il y a 10 ans à peu près, un peu plus, à Pointe-Noire, où j'avais le premier laboratoire d'Anapat, une fille de 23 ans, avec un cancer du col, avec des métastases, c'est-à-dire qu'elle avait bouffé tout le poumon, elle est décédée. Ses parents étaient, le père était douanier, la mère était enseignante. Mais à 23 ans, si on prend le temps,
entre le moment où elle contacte le virus et le temps de développer les lésions précancéreuses. On dit dans les livres que c'est 10 ans, 20 ans. Ça veut dire que si elle a 23 ans qu'elle avait un cancer, ça veut dire qu'il faut enlever 10 ans, donc à 13 ans. Mais elle est de famille de bonne famille, si on suppose. Son papa est douanier, maman est enseignante. Mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un. Deuxième chose, quand vous regardez l'âge moyen des cancers chez la femme du col en Afrique, il est largement bas. On est dans les 35-40. Ça veut dire que les femmes ont contacté le virus il y a peut-être 10-15 ans. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout ça? Tout ça veut dire que nous, Africains, les gynécologues, les pathologistes et autres, nous devons réfléchir. Moi, je pense que les femmes, l'âge chez les Européens du premier frottis est dit 25 ans, mais chez nous, il faut aller, pour moi, je pense qu'il faut aller à 18 ans, parce que c'est à cet âge-là que l'on peut déjà avoir la possibilité de détecter les lésions. Donc, les réalités et les pratiques en Afrique me paraissent différentes en Europe, et donc le dépistage, en utilisant les techniques, notamment l'autoprélèvement, me paraissent beaucoup plus intéressant à cause de la pudeur, et de détecter de façon concomitante les altérations cellulaires et la présence du virus, notamment du virus à haut risque oncogène. Quelle est la situation chez nous, au Congo? Et c'est là où ça devient intéressant, parce que tout le monde est en train de dire, mais oui, vous avez dit tout ça, et à nous, chez nous au Congo, quel est le problème? Bon, on peut même, je peux même demander au docteur Mbemba, on parie par exemple 1 million par an là tout de suite, dit bon, nous on connaît tout le monde, on connaît la situation du pays. Bon, celui qui veut parier avec moi, il parie, je crois que moi je vais gagner parce que je dis que je ne connais pas. Pourquoi? Parce que, une insuffisance du plateau technique, une insuffisance quantitative des pathologistes, une insuffisance ou de faiblesse dans l'accessibilité, parce que l'accessibilité financière, selon les réseaux mafieux, il semblerait que le frottis coûte 100 000 ou 300 000, après on envoie quelque part, je ne sais pas où, en Europe, les femmes. Il y a des femmes qui dépensent de l'argent pour ça. C'est une vraie mafia. Il faut le dire. Et il n'y a qu'un seul service dans le public, au CHU de Brazzaville, que je dirige avec mes jeunes qui sont dans la salle, et un ou deux labos dont la performance reste à bien réfléchir là-dessus. Mais qu'à cela ne tienne, sur 6 millions d'habitants, nous avons 1,5 million d'habitants qui sont des femmes âgées entre 15 et 49 ans. Vu ce que je venais de dire à l'instant, c'est-à-dire âge de premier rapport sexuel précoce, nombre de partenaires, hygiène individuelle défaillante, ça fait quand même plus d'1,5 million de personnes, des femmes, et qui n'ont jamais fait un fœtus cervico-utérin et qui n'ont jamais entendu parler de ça aussi. Et qui ne savent pas de quoi il s'agit. Sinon, ils font le PV. Mais le PV, ce n'est pas le fœtus. Donc, c'est ce que je venais de dire ici. Et encore moins, sinon pas du tout dans les zones rurales. Si déjà à Brazzaville, on a déjà un problème, c'est que dans les zones rurales, ça pose vrai problème. Et je verrai tout à l'heure pour les propositions que nous devons faire, puisque nous avons un découpage dans notre pays des districts sanitaires. Je pense que l'une des solutions, je vais y revenir, c'est l'intégration du dépistage des lésions de précancer dans les centres de santé intégrés, former les gens au prélèvement, former les gens pour le transport sécurisé, par exemple, c'est des choses qu'il faudra réfléchir avec le temps. Eh bien, évidemment, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que chez nous, c'est le deuxième cancer après le col, après le sein, pardon.
avec près de 22%, des 22 femmes sur 1000, 100 000 par an. Ça, c'est Globocon, c'est la source service de cancer du CHU de Brazzaville, avec une mortalité quand même assez importante, puisque dans la plupart des cas, la mortalité féminine liée au cancer dans notre pays est liée à ces deux cancers, le sein et le col, qui peuvent être dépistés le plus rapidement possible. Et d'autres facteurs, je venais de les citer, l'endémicité élevée avec la co-infection VIH. Selon les travaux de notre groupe, tout au moins au sud du pays, nous avons fait le Niari, le Kouilou, Pointe-Noire et la Lekoum. Les lésions précancéreuses du col de l'utérus, hors co-infection, sont autour de 12% en faisant tout simplement un dépistage occasionnel. 22%. Ce sont des études qui datent il y a à peu près 4-5 ans et qui ont été publiées dans les thèses. Donc, c'est un vrai problème. Et lorsqu'on prend la cohorte des co-infectés, des femmes qui, porteuses, sont vivant avec le VIH, on est autour de 25 à 30%. Donc, vous voyez que c'est un vrai problème de santé publique dans notre pays. Alors, ce qui est disponible dans le pays, dans les deux endroits, je vous ai cité en secteur libéral comme en secteur public, l'avantage que nous avons maintenant dans notre pays par l'intention de pas mal des uns des autres, c'est qu'on a maintenant le dispositif pour faire la technique en question, l'autoprélèvement. Dans le pays, on peut faire le frottis avec étalement, mais aujourd'hui, dans notre pays, on peut faire avec vidéocolpo, le prélèvement peut se faire, et voici la machine en question qui fait de l'auto. Voilà les deux, les couvillons, on met dans un microtube et on envoie au labo. 3, 4, 5 jours après, on vous répond. Et voici la technique en question qui va utiliser des spots. Je ne sais pas si Mav, tu as apporté tout au moins les spots, juste pour vous montrer. Au moins ça, voici les deux choses qui ont révolutionné le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus. C'est ces deux petites choses. Ils sont différents de l'étalement qu'on faisait traditionnellement. Et bien évidemment, le fait aujourd'hui maintenant d'avoir, et c'est là où les choses se sont devenues compliquées, donc en 48 heures, vous avez, là c'est un frottis normal, vous avez ces cellules en question qu'on voit ici en situation normale. Ce qu'on ne pouvait pas voir lorsqu'on faisait des étalements, parce que c'était une pâte, c'était pas facile à faire. Et bien évidemment, ça permet plus facilement, 1, d'enseigner, 2, d'envoyer les images pour avis, 3, de pouvoir faire une analyse un peu plus simple, un peu plus facile. Il y a aussi cette machine qui va être utilisée dans le cadre de ce que je vous ai dit, P16, KI67. Donc les marqueurs du dernier siècle, enfin du siècle actuellement, ils peuvent être utilisés grâce à cette machine en utilisant bien évidemment les produits en cytologie en milieu liquide. Et enfin, la PCR. Donc, voici la petite machine pour identifier le virus. Là, ce sont ce qu'on appelle les étapes pré-analytiques. Et on utilise cette petite machine avec ses deux yeux pour identifier. Donc, aujourd'hui, dans notre pays, et certainement dans la sous-région, on peut utiliser maintenant la technique pour voir les anomalies des cellules et la technique pour identifier l'ADN du virus en question, du papillomavirus. Ça veut dire que aujourd'hui, si on a toutes ces machines dans au moins 5 ou 6 départements de notre pays, là pour l'instant c'est à Brazzaville, on peut commencer de façon efficace avoir des résultats très intéressants en matière de détection ou de dépistage des lésions précancéreuses.
je l'ai déjà dit, donc ce que je venais de dire est valable également dans les autres zones d'Afrique au sud du Sahara. Alors, ceci, pour intégrer ce que je venais de dire, on prend un département sanitaire, Brazzaville. Les CSI vont jouer un rôle à eux, les hôpitaux de base vont jouer un rôle à eux, la maison aussi, les femmes vont avoir une place pour avoir un parcours de soins qui part depuis la planification jusqu'au suivi-évaluation, en passant par une organisation au niveau de notre système de santé du district. Il faut, monsieur le docteur Mbemba, avec l'OMS, il faut que d'urgence, commencer à organiser. Nous avons déjà commencé avec les sages-femmes. Il y a des sages-femmes ici, non? Il n'y en a pas. Il y a les chefs de centre et les médecins solidaires. Ah, d'accord. Ben, ça, c'est la nouvelle cible. Mais on avait déjà fait avec les sages-femmes pour leur apprendre comment faut-il faire le prélèvement en question. Mais là, ça va être beaucoup plus facile. C'est plutôt le counseling qu'on va utiliser pour qu'au niveau des centres, qu'on puisse avoir effectivement la collecte des échantillons pour être traités. Donc, il y a tout un modèle d'organisation théorique ici que nous allons pouvoir partager avec les acteurs stratégiques pour pouvoir évidemment mettre en place un vrai système de dépistage, des vraies campagnes de dépistage structurées. Donc, avant de terminer, qu'est-ce qu'on va retenir? Je dis en une phrase. En 2026, le dépistage des lésions pré-cancer du col de l'utérus est un dépistage HPV centré, avec triage intelligent des positives, histologie de confirmation et un pathologiste qui devient chef d'orchestre de l'intégration morphologique, moléculaire et organisationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est du gros français. On retient simplement que pour qu'on ait des bonnes campagnes de dépistage, il faut que les gens d'abord comprennent de quoi s'agit-il. Quel est le problème? Il faut enlever tout ce qui est fétiche, tout ça. Il faut que les gens comprennent, dans les centres de santé intégrés au niveau opérationnel, qu'il s'agit d'une urgence de santé publique. Parce qu'il y a un vrai problème dans notre pays. Et pour le faire, il y a des techniques simples. Il y a des outils simples qu'on peut utiliser pour qu'effectivement le dépistage se fasse de manière plus structurée, de manière plus performante, pour qu'effectivement la femme ici soit prise en charge de façon personnalisée, parce que ce ne sont pas toutes les lésions qui sont susceptibles d'être opérées ou susceptibles de faire une conisation ou autre, mais il y a des lésions précoces qu'on peut heureusement identifier et sauver les femmes pour qu'elles ne fassent pas un cancer du col de l'utérus. Ceci pour terminer et dire que nous ne sommes plus nostalgiques du frottis cervico-utérin qui a servi pendant des siècles. Mais nous devons nous adapter par rapport au temps, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, l'Asie et autres, nous devons nous adapter par rapport au temps. Et quand je dis ça, mesdames, messieurs, j'ai fini et je vous remercie.